De l'enfer, je reviendrai, c'est le titre du livre que co-signe l'avocat ivoiro-belge Seri Zoku et son client Charles Blé Goudet, qui est jugé pour crime contre l'humanité à La Haye, aux Pays-Bas. Bonsoir maître Seri Zoku, vous êtes donc l'avocat de Charles Blé Goudet. Vous co-signez cet ouvrage d'entretien, De l'enfer, je reviendrai, édition du moment. Alors pour bien que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs comprennent, Charles Blé Goudet est incarcéré à La Haye, aux Pays-Bas. Il est jugé pour crime contre l'humanité lors de la crise post-électorale qui a déchiré la Côte d'Ivoire il y a environ 5 ans, 6 ans, 2010-2011. Il était à l'époque le bras droit de l'ancien président de la République ivoirienne, Laurent Gbagbo. Comment votre client vit-il cette situation ? Il la vit comme une injustice, forcément, et des millions d'Ivoiriens également le vivent ainsi. Et c'est pour cela qu'il a tenu justement à ce que le monde, la Côte d'Ivoire et l'Afrique sachent sa vérité, ce qu'il a vécu, et ce que, en même temps, les Ivoiriens ont vécu avec lui. 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité sont retenus contre lui. Il a plaidé non coupable, tout comme d'ailleurs le président ivoirien Laurent Gbagbo. En quoi ce livre constitue-t-il, selon vous, un élément même de sa défense ? En tout cas, l'accusation et les accusations qui sont portées contre M. Charles Blé Goudet se sont nourries d'une construction intellectuelle fondée sur l'engagement de Charles Blé Goudet pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et cette vision a été partielle de la part de l'accusation, et donc il était important qu'à partir du moment où l'accusation se sert également des médias pour corroborer ces accusations que nous contestons, que M. Charles Blé Goudet, enfin, a à peine 44 ans, qui a vécu ce qu'on peut appeler effectivement un enfer, soit enfin capable, en mesure de dire sa vérité. Mais lui se dit pacifiste. D'ailleurs, dans ce livre, il cite à plusieurs reprises Nelson Mandela. Pourtant, il avait une image sulfureuse. Il avait ce surnom, le général de la rue. Côté très nationaliste, à l'époque, on parlait d'un concept d'ivoirité. C'était les jeunes patriotes aussi. Il en était le leader. De ce point de vue, nous avons démontré au cours de l'ouverture du procès, comme vous l'avez si bien suivi, qu'en réalité, tout cela était dénué de tout fondement, aussi bien dans la construction que l'accusation a faite, de même que dans les témoins qui sont arrivés, et dont l'un d'ailleurs est devenu un témoin finalement à décharge en faveur de la défense et un témoin à surcharge pour l'accusation, ont démontré l'inanité de telles affirmations. Et c'est pour cela que dans ce livre dont nous parlerons, il était temps enfin de décrire que M. Charles Blé Goudet apparaisse tel qu'il est, tel que moi je le connais d'ailleurs, et depuis de très nombreuses années, depuis ses années lycéennes jusqu'à son engagement syndical et politique. Alors les mots sont importants. Si en français la déportation peut signifier tout simplement l'expulsion, par exemple c'est le cas au Québec, en France, vous le savez, en Europe, le terme a une toute autre connotation. Vous parlez d'une déportation à La Haye. Parce que simplement, il y a des modalités juridiques pour être transféré d'un pays à un autre vers la Cour pénale internationale, et ces modalités doivent être dénuées de toute violation des droits humains. Or, M. Charles Blé Goudet, un matin, a été pris dans sa cellule et a été conduit devant un juge qui ne lui a même pas signifié ses droits, et ses avocats n'ont pas pu plaider, et puis s'est retrouvé dans un avion. Finalement, il préférait encore cette situation au regard justement de l'enfer qu'il a vécu durant sa détention en Côte d'Ivoire. Alors bien avant, en tous les cas, ce transfert vers La Haye, il y a son arrestation au Ghana, où à l'époque il s'est réfugié. Ça commence d'ailleurs avec son arrestation, ce livre d'entretien. Quelles sont les circonstances de cette interpellation au Ghana ? Cette interpellation s'est faite effectivement en dehors de toute règle légale. M. Blé Goudet était poursuivi et pourchassé par ceux qui, en Côte d'Ivoire, le considéraient comme ses ennemis, mais que lui considère comme simplement ses adversaires politiques. Vous évoquez le pouvoir actuel en place et le président Alassane Ouattara. Exactement. Et en réalité, on l'a tiré de là où il se cachait, mais endroit que les autorités ghanéennes n'étaient pas censées ignorer en réalité. Et nous pensons, et on a parlé de deal justement à propos de cette arrestation, il a été surpris dans son sommeil. Et s'il y a eu un deal, effectivement, on peut dire que c'est un deal qui a lié certaines autorités ghanéennes et les autorités ivoiriennes afin que le colis leur soit livré dans le cadre d'arrangements diplomatiques et économiques dont nous parlerons ultérieurement. Là, il commence à deviner ce qu'il va devenir. Il commence à se dire que la suite va être très compliquée pour lui puisqu'il est transféré à la DST, à prison des services de sécurité ivoiriens. Que va-t-il vivre dans cette cellule ?
Alors, en réalité, il est transféré en dehors de toute procédure légale, puisqu'il y a un code pénal ivoirien et qui établit formellement le droit d'être assisté par un avocat. Ce ne sera pas le cas. Il sera transféré en deux endroits, donc un endroit que le ministre de l'Intérieur de l'époque avait présenté comme une résidence protégée, mais qui en réalité était un lieu désaffecté qu'occupait la FRC. Et il était dans une pièce, dans une cuisine enchaînée, sous le soleil et la pluie. Et ce qui est d'autant plus cocasse, je vous donne une petite anecdote, c'est que M. Blé Goudé avait pour voisin, dans la partie villa de cette maison, M. Amadou Rémy, qui est poursuivi pour les crimes commis dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et qui lui était engraissé, pendant que par exemple M. Blé Goudé n'avait droit à aucun repas, sauf les restes de ses geôliers. Et à la DST, effectivement, il y a une prison qu'on appelle le blindé, ou même des étudiants où M. Blé Goudé était déjà passé en tant qu'étudiant, et il le dit douloureusement, mais avec le sourire, quand je suis arrivé, j'ai reconnu l'un des commissaires, et je me suis dit que j'étais arrivé en enfer parce que je connaissais ses méthodes, il ne me voulait pas du bien. Lorsqu'il était syndicaliste étudiant. Alors, il y a un chapitre assez étonnant qui s'appelle « Mon voisin Mohamed, le djihadiste ». C'est un détenu donc, qui partage cette prison à la DST avec votre client. Qui est-il, ce Mohamed, le djihadiste ? Alors, ce Mohamed, le contact est la résultante un peu d'une expérience malheureuse, certes, mais de l'expérience de quelqu'un qui a fait la prison, et on sait comment approcher le voisin. Et donc, il y a Jean-Yves Diboupieux, un ancien leader estudiantin également, qui est emprisonné, d'ailleurs, en même temps que le commandant Abbaye, un ancien responsable des forces... Qui lui dit, Monsieur le ministre, je vous préviens, votre voisin est un djihadiste. Et là, Charles Blé Goudé se dit, mon Dieu, que se passe-t-il? Il approche, et ce djihadiste parle parfaitement le français, il a l'air éduqué, et il lui dit, nous sommes en Côte d'Ivoire. Mauritanien et marocain. Mauritano-marocain, et il est l'un des bras droits, effectivement, de Omar Belmokhtar. L'homme qui serait aujourd'hui derrière les attentats, notamment en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Que va-t-il ressortir de cette discussion entre eux? Quelle révélation? Il ressort de cette discussion un choc de savoir que la Côte d'Ivoire est dans le giron djihadiste et que surtout, c'est la résultante en fait du conflit qu'il y a eu où les forces du régime actuel ont fait appel à des djihadistes, à des troupes dans les différentes régions, notamment du Burkina, du Mali. Et ces personnes ont combattu aux côtés de ces forces. Et puis par la suite, il y a eu des dissensions. Et certains ont été capturés parce qu'ils voulaient faire un attentat déjà en Côte d'Ivoire pour se venger. Tout ça, on précise, le livre n'est pas encore sorti. On est quelques jours, quelques semaines avant l'attentat qui a frappé Grand Bassam. Mais quand il a cette confession, il est resté de janvier, 2013, il est resté 9 mois avec ce djihadiste. Et donc, c'est in tempore non suspecto. Quand moi, je vais le voir en prison et que je le convainc de parler de toute sa situation, il me dit, j'ai une révélation à faire. Quand j'étais à la DST, j'ai interpellé le directeur de la DST, je l'ai supplié pour lui dire qu'il y a un de mes voisins qui m'a pris, qui s'est confié à moi. Et qui dit que la Côte d'Ivoire peut être visée par les djihadistes. Ouais. Il ne dit même pas peu. Est-ce que les autorités ivoiriennes ont réagi? Quand j'ai annoncé malheureusement cet attentat qui nous a touchés, en plus moi je suis doublement touché parce que je suis aussi belge, donc quelques temps après, on a un attentat du même ordre en Belgique. Et quand j'ai annoncé à Charles Blé Goudé cet attentat, il était effondré. Et il m'a dit, et s'il m'avait écouté, peut-être qu'on aurait pu l'éviter. On n'a pas été entendu. Moi-même, un jour, quand on a su qu'ils avaient attaqué la frontière malienne, il m'a fait appeler, il m'a dit... on nous dit que les djihadistes sont au port de la Côte d'Ivoire, mais non, ils sont déjà dans nos maisons. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une réaction à ces révélations de votre livre de la part du pouvoir ivoirien? Nous n'avons pas encore enregistré de réaction officielle, mais nous avons en tout cas des confidences qui corroborent ce que nous racontons. Alors, il y a un autre homme qui apparaît, un certain Moustapha Chafi. C'est ce djihadiste Mohamed, qu'on découvre dans votre livre, qui parle de cet homme à votre client. Qui est ce Moustapha Chafi, au juste? Je pense que moi, je n'ai pas particulièrement besoin de parler de lui, parce que la presse en fait large cas, et notamment lorsqu'il rentrait en Côte d'Ivoire dans le sillage de l'ancien président Blaise Compaoré. Et donc, cette révélation permet de mettre à nu une mécanique qui était le commerce autour des otages.
puisqu'on dit que les otages... On dit que ce négociateur a notamment joué dans la libération d'Occidentaux, dont un Canadien. Hein. Il y a des écrits qui le corroborent. Il y a aussi un mandat d'arrêt contre lui de la part de son pays d'origine. Mais nous, ici, ce qu'on constate, c'est que M. Blaise Compaoré, qui était l'ancien président du Burkina, jouait un rôle de pivot dans l'accueil de ces djihadistes et de ces rançonneurs. Et sur le partage des sommes, où on déclarait par exemple un montant, les djihadistes revendiquaient par exemple 1 million ou 2 millions, et puis leur négociateur en chef, M. Compaoré, lui, en demandait plus aux Occidentaux pour que les otages puissent libérer. Il y avait des échanges de bons procédés de ce point de vue. On pourrait vous dire que, pour utiliser un anglicisme, que c'est du storytelling aussi. Sur quoi repose tout ce récit? Au fond, cela n'engage que votre client et vous-même qui aujourd'hui portez sa parole sur la scène publique. Je suis avocat et au-delà de ma parole et de celle de mon client, nous n'avons pas pris le risque de faire cas de cette situation. D'abord parce que Blé Goudé était un homme d'État, il ne souhaitait pas que son pays soit pris dans ce péril, donc il a voulu en parler. Il a fait savoir d'abord, comme je l'ai dit, et puis il le fait savoir par ce livre. Mais en ce qui concerne maintenant le rôle joué par M. Compaoré, je crois que des rapports existent et des documents existent, et ils sont d'ailleurs à la portée de tout le monde. Est-ce que ça sera pris en compte, ça d'ailleurs, dans les procès à la fois de votre client et de celui de l'ancien président de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous allez évoquer, par exemple, ce témoignage Il est certain que, je ne dirais pas que nous l'évoquerons, mais en tout état de cause, le conflit ivoirien, par sa nature, est compris différemment par l'accusation par rapport à la défense, qui est l'accusation en fait une sorte de conflit ex nihilo entre des gens qui étaient des fous furieux et qui voulaient éliminer tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, alors que dans la reconstruction que nous avons faite lors des déclarations d'ouverture et pendant les témoignages, nous avons démontré qu'en fait il y avait une attaque contre un pays souverain et que des gens se sont levés avec leurs mains et leurs paroles pour s'opposer à cette tentative de prise de pouvoir par les armes. Et aujourd'hui, on constate avec le rôle qui est mis à jour de M. Blaise Compaoré et que... Justement, pour finir, à qui en veut-il aujourd'hui précisément? Vous évoquez, vous, une attaque à l'époque contre le pouvoir en place. À qui en veut-il précisément et comment envisage-t-il son avenir? Alors, de ce point de vue, l'écriture de ce livre s'inscrit dans une volonté de simplement témoigner pour que toutes ces crises, toutes ces violences qui ont servi de socle à la prise de pouvoir ou à un combat pour le pouvoir restent derrière nous. Puisque M. Blé Goudé, au contraire, professe, et vous le verrez dans son livre, en parlant de son enfance, de la façon dont il connaît la Côte d'Ivoire, il a des amis du Nord, du Sud, et donc à partir de ce moment, que souhaite-t-il simplement? Il vous dit que ce n'était pas chrétien contre musulman, comme certains ont bien voulu le dire, par exemple? Et ce péril n'existe pas en Côte d'Ivoire. Il y a une instrumentalisation de la part de personnes qui s'en sont servies. Mais du point de vue de Charles Blé Goudé, nous l'avons d'ailleurs démontré, on a vu la caravane de la paix, on a vu qu'il allait dans les mosquées pour parler aux gens, pour leur dire « évitons le péril de la guerre civile ». Et aujourd'hui, Charles Blé Goudé lance d'ailleurs un appel dans une déclaration qui va paraître demain, dans laquelle il dit qu'il a joué son rôle, il assume sa part, et il souffre déjà de ce qu'il vit, mais il souffre encore plus de ce que la Côte d'Ivoire pourrait vivre. Voilà pourquoi il fait ce livre, pour témoigner, pour que demain, les Ivoiriens se retrouvent dans la paix et la réconciliation. Il n'y a rien d'autre derrière, aucun esprit de vengeance. Les coups méchants, comme il le dit, qui m'ont été donnés, ne peuvent pas me rendre méchant et ne doivent pas me rendre méchant. Merci beaucoup, Seri Zoku. Vous êtes donc l'avocat de Charles Blé Goudé, poursuivi pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas. Vous publiez donc De l'enfer, je reviendrai avec votre client. C'est aux éditions du Moment. Merci à vous. Je vous remercie de votre invitation.